Bonjour, bienvenue dans ce petit tuto Caramba. On va refaire l'exercice de faire une structure assez simple qui porte entre plusieurs poutres primaires, courbes, avec des poutres secondaires dans l'autre sens, et enfin des poutres tertiaires dans le sens des poutres primaires, en léger décalage par rapport aux poutres primaires. On va déjà récupérer la géométrie des courbes qui vient de Rhino, que l'on peut dessiner à la main. Et on dit Set Multiple Geometries, on sélectionne toutes une à une. Voilà, maintenant ce qu'on va devoir faire, c'est finalement les diviser pour pouvoir, dans un premier temps, recréer un ensemble de segments à la place des courbes, pour pouvoir analyser ça en termes de logiciel de calcul de structure. Donc, divide curve. On va dire, par exemple, qu'il y a une dizaine de points, on peut en mettre moins ou plus. Bon, je laisse par défaut. Et maintenant, on va faire une polyligne pour relier tous ces points. Donc, c'est une approximation à peu près plus ou moins exacte de la courbe de base. En tout cas, en termes de calcul, c'est largement suffisant. Et il faut juste exploser ces polylignes pour pouvoir récupérer les segments. Donc ici on avait des polylignes et là on va avoir des lignes. On fait flatten, comme ça on perd l'organisation des listes et de la liste, de l'arbre plus exactement, et toutes les lignes se retrouvent dans la même branche. Ensuite, on va faire des poutres secondaires dans l'autre sens. Donc on va faire un flip matrix avec cette série de points. Flip matrix va tout simplement inverser l'ordre dans lequel sont rangés les éléments. Donc là vous avez des points qui sont rangés en 3 branches avec 11 éléments dans chaque branche, et flip matrix va faire 3 points dans chaque branche. Ainsi, quand on va les relier donc avec interpolate, points, on va voir ces splines qui se dessinent, qui sont l'équivalent de cette commande de Rhino. Et maintenant, on va devoir aussi les diviser, donc on peut copier-coller ça. Voilà. Bon, là, on se rend compte de quelques petits problèmes. Déjà, on va on va chercher à un moment donné à supprimer les poutres primaires qui sont au sol. Ensuite, il y a un autre élément, c'est que lorsque l'on fabrique un modèle Caramba, tous les éléments en fait sont non d'interaction entre eux que s'ils ont un point en commun. Et ici on voit que ce point-là, par exemple, il devrait normalement être coïncident à ce point-là. Là, tel que c'est dessiné pour l'instant, les poutres primaires et secondaires à cet endroit-là ne pourront pas être raccordées. Donc pour ça, on va calculer les intersections entre les courbes, donc curve, et on va calculer l'intersection des polylignes, des splines que l'on a dessinées avec les courbes de base. Voilà, ici il a dessiné ces intersections, donc les intersections de départ évidemment, et surtout celles qui nous intéressent, ces intersections-là. Avec cela, on va pouvoir couper les courbes qui vont correspondre aux poutres secondaires en 2 éléments. On utilise shatter, et donc on prend le paramètre de la courbe A, qui est cette courbe-là, pour couper justement la courbe A. En fait, c'est la manière dont est rangée cette liste. Il a créé une nouvelle branche à chaque élément, parce qu'en fait, il y aura plusieurs paramètres de découpe.
il y en aura 3, celui de départ, même si en fait c'est le point de départ de la courbe, donc ça ne va pas la couper en deux évidemment, étant donné que c'est au début, ensuite celui du centre et celui de la fin. Ce qui nous intéresse c'est celui-là. Mais on va tous les garder, a priori il ne va pas redécouper la courbe, ni au point de départ, ni au point d'arrivée. Et quand on fait shatter, on va insérer pour vérifier, voilà, on a bien un élément à gauche, un élément à droite. C'est ces éléments-là que l'on va découper en sub-éléments. Et maintenant, vous voyez que les points qui ont été créés ici coïncident parfaitement avec les points qui avaient été créés sur les poutres primaires. Le deuxième objectif qu'on avait, c'était d'enlever finalement ces poutres-là. Alors, après réflexion, le plus simple va être finalement de joindre les polylignes entre elles avant de pouvoir supprimer la première polyligne et la dernière polyligne. Donc on va joindre la partie gauche avec la partie droite. Pour ce faire, regardons à quoi ressemble l'arbre qui sort de polyligne. On voit que finalement il a comme deuxième élément d'information dans les branches le fait que ce soit à gauche, soit à droite, et comme premier élément d'information, il a le fait que c'est la première primaire, la deuxième primaire, etc. Donc ce qu'on veut, c'est finalement tenir compte que du premier chiffre et supprimer l'information qui correspond au deuxième chiffre. Dans ce cas, on va utiliser trim tree. Avec trim tree, on va pouvoir transformer cet arbre en supprimant le chiffre ici des différentes branches. Ainsi maintenant on peut joindre entre elles les courbes et maintenant on peut les écraser, elles sont toutes ensemble et on va supprimer la première et la dernière, c'est-à-dire celle-ci et celle-là. Pour ce faire on va utiliser curlIndex et on va supprimer l'index 0 et l'index -1. -1 correspond en quelque sorte, s'il repartait en arrière, le premier qui trouverait au fond de la liste, c'est le dernier. Voilà, donc on a supprimé celle-là et celle là-bas. Je vais effacer tout ça. Voilà. On va juste mettre des noms. Ça, ce sera les secondaires. Qui d'ailleurs sont encore des polylignes. J'ai oublié de les exploser pour récupérer des segments. Et on va prendre les primaires qui étaient tout à l'heure données ici. Ok, maintenant on va dessiner les poutres tertiaires. Donc les poutres tertiaires, elles relient ces points entre eux à chaque fois. Donc comment on va faire cela? On va récupérer ces points là. Parce que vous voyez qu'ils sont ordonnancés. Comme ceci, c'est-à-dire que il y a 8 éléments, 8 branches qui correspondent à ces 8 courbes. Et à chaque fois, il y a 11 éléments dedans qui sont ces 11 points. 1, 2, 3, 4, 5, le long ici. Et si on fait flip matrix, comme la dernière fois, alors maintenant quand on fait une polyligne, on va pouvoir relier ces courbes entre elles. Et donc voilà les tertiaires. Alors la question serait peut-être, est-ce qu'on met vraiment une tertiaire à l'endroit où il y a déjà une primaire dessous? C'est pas forcément judicieux, on va essayer de les supprimer. Donc déjà, première chose, on va récupérer les segments. Voilà.
Voilà, et on va reprendre les segments des primaires. Pour ce faire, on va déjà évaluer le point central de chacune des lignes avec Evaluate Length et sélectionner la moitié de chaque ligne. Ensuite, on va utiliser Member Index qui nous permet de dire quels sont les points quels sont les points ici qui vont se retrouver dans cette liste-là. Donc il va nous donner un index dans la liste des 7 qui correspond à les points en entrée ici. Donc ça, je pense qu'on va pouvoir le flatten. Voilà, évidemment, il y en a où il n'y a rien, parce que, par exemple, ce point ne correspond à aucun autre point dans la liste flatten. Et on va donc pouvoir supprimer les index correspondants dans la liste de base. Voilà. Bon, quelques petites boîtes, 3 boîtes, pour arriver à supprimer les lignes qui étaient en double par rapport à ces lignes-là. Bon, sachez quand même qu'il existe des composants du genre remove duplicate line, le cas en bas. Mais le problème, c'est que là, on n'aurait pas trop pu s'en servir parce que le but, c'était pas juste d'enlever les lignes en double, c'était d'enlever les lignes d'un set à un autre set de lignes. Ce qu'on ne pouvait pas faire avec ce composant-là. Ok, donc là on est prêt, il suffit juste de renommer bien les différents éléments. Et de pouvoir s'en servir dans Karamba. On va utiliser le composant end2win pour pouvoir, donc se trouve là-haut, pour pouvoir tout mettre d'un coup et dire ensuite au composant line2beam de convertir ces lignes géométriques en lignes de calcul. ID, il faut mettre un ID, donc on va réutiliser end2win et cette fois-ci on va mettre des titres, donc par exemple primaire. Tertiaire. Ces identifiers vont permettre à Karamba de reconnaître par ces mots de quoi l'on parle. Cross-section, on va utiliser cross-section range selector, on va en sélectionner l'une d'entre elles. Je vais vous montrer pourquoi quand même. Donc quand on les sélectionne, par exemple en Europe, des formants I, et on va prendre des IPE, il y en a plein qui sortent. Il y a toute la famille des profils en I. Donc on en prend l'une d'entre elles avec list item. On met ça dans cross-section. Ensuite, on va définir les supports. Ces supports, ça va être les points de départ et d'arrivée de la ligne des poutres. Je vais nommer ça comme input. Parce que finalement, ce n'est pas les poutres modélisées, mais vraiment c'est les courbes de départ. Et on prend le point de départ, le point d'arrivée de chacune. Et en fait, on va devoir leur assigner des caractéristiques différentes, des conditions différentes. Donc on en fait 2. Et bon, pour l'instant, allez hop, on bloque tout. Et puis, je sais pas dans quel sens je les ai dessinés. Je pense que c'est en X. Voilà. Ensuite, on va mettre des loads.
Ouais, donc pardon, en fait j'ai pas le repère là, mais je pense que ça c'est l'axe des X, donc elles sont dans l'axe des X, les poutres. C'est pour ça que j'ai bloqué RX pour pas qu'elles puissent tourner sur elles-mêmes. Loads, on va utiliser Uniform Line, et comme vecteur on va mettre vecteur Z, c'est-à-dire la direction Z, que l'on va mettre vers le bas, avec négative, et on va donner une valeur de 5 kN par mètre linéaire. On va appuyer cette force au certain beam ID. Donc c'est là qu'on va rechercher ce qu'on avait ici. Et en fait, il s'avère qu'on va appliquer cette force aux poutres primaires et tertiaires. Parce qu'on veut appliquer cette poutre-là, cette poutre-là, cette poutre-là, cette poutre-là, etc. Bon, on fera pas de cas particulier pour cet élément-là. Mais normalement, on devrait ne pas mettre de charge dessus, étant donné qu'on va dire qu'il y a une toiture qui est seulement sur la surface dessinée. Bon, enfin bref, passons, c'est pas trop l'enjeu ici. Donc on charge les poutres primaires et secondaires, et maintenant on va pouvoir faire un assemble modèle. On va mettre les éléments des lignes dans Element, les supports dans Support. Il faut faire flatten ici parce que on a plusieurs branches, et donc si on met plusieurs branches dans un modèle, il va faire plusieurs modèles. Or, on veut seulement un seul modèle, donc on fait flatten pour qu'il n'y ait qu'une liste, enfin une liste avec une seule branche. Loads, voilà, cross section, on l'a déjà renseigné en amont ici, donc on n'a pas besoin de le remettre. Bon, on peut avoir analyse modèle, bon tout va bien, on peut utiliser directement optimize cross section. Optimize cross section, donc on met le modèle et il va sélectionner les cross sections qui correspondent aux charges en jeu pour chacun des éléments. On va choisir la liste des cross sections qu'on a présélectionnées et on lui dit de choisir dans cette liste de cross sections celles qui correspondent le mieux aux charges, aux contraintes qui sont en jeu dans chacun des éléments. On va regarder ce qui se passe avec un beam view. Et puis on va mettre aussi un model view. On va enlever... Ah si, d'ailleurs, bonne chose à regarder. Là, la charge elle est mise de manière orthogonale aux éléments. On va plutôt le faire en global pour que ça soit vertical. Donc on enlève loads, on n'a plus besoin de le voir. Et puis support on laisse. La déformée on peut laisser, c'est intéressant. Elle est 50 fois plus forte que la déformée réelle. Et ensuite dans le beam view, on va regarder l'utilisation des éléments. Donc en bleu, c'est la traction, en rouge, c'est la compression. Bon, en fait, j'enlève la déformation. Et vous voyez que les poutres ne font pas toutes la même taille. Donc celle-là est énorme, celles-là sont beaucoup plus petites. Et pour l'instant, tout est encastré. Les éléments les uns aux autres sont encastrés. Ce qui dans la réalité ne sera certainement pas le cas. Et d'autre part, les appuis sont fixes dans le sol. Ici, c'est le blocage de la rotation en X. Donc c'était bien en X que c'était placé. Voilà, si on l'enlève, ça disparaît. RY, si par exemple on le bloque, alors on va encastrer selon cette rotation les appuis. Donc là pour le coup ça va avoir un impact beaucoup plus important, étant donné qu'en fait ça va faire fonctionner les éléments plutôt comme des portiques, parce que les pieds sont encastrés. Je ne sais pas si c'est le terme exact d'ailleurs, mais en tout cas ça encastre les pieds, donc ils ne peuvent pas tourner, donc on retrouve de la traction en partie supérieure, alors que là on avait plutôt de la traction en partie inférieure. Voilà, si on veut vraiment de la traction en partie inférieure, complètement même jusqu'en pied, là ça travaille un peu comme une arche, donc c'est pour ça que c'est en rouge, mais il faudrait libérer l'un des deux supports en translation selon X.
donc on va libérer celui-là par exemple. Là on vient de le libérer, et ce qui se passe c'est que voilà, vous avez jusqu'ici de l'attraction et de la compression. Bon là vraisemblablement il y a des petites erreurs. Non, en fait voilà, toutes les charges passent par ici, et ça prend pratiquement rien. Ok, donc là on en arrive au moment où c'est vraiment urgent de définir les articulations entre elles. Donc les joints. Donc on va utiliser le ImJoint Agent, et on va prendre par exemple, alors on va recopier-coller ça, on va dire que les poutres primaires, non c'est plutôt entre les secondaires et les tertiaires que ça va se jouer principalement, même primaire secondaire, ok. Alors que les poutres secondaires sont articulées aux poutres primaires. On va le relier tout de suite. Sont reliées entre elles. On va les articuler selon l'axe Y des poutres secondaires. Voilà, alors là ce qu'on vient de faire, c'est que chaque poutre a un axe interne, donc on va montrer d'ailleurs, un axe propre plutôt. Donc Y c'est l'axe vert, et par exemple dans ce cas, si on regarde celle-là, on voulait que ici elle soit articulée par rapport à cette poutre primaire, que cette poutre secondaire il soit articulée selon l'axe Y, l'axe vert. C'est pour ça que l'on vient de cliquer sur ce bouton ici. Ensuite, on va pouvoir dire par exemple que les primaires par rapport, non pardon, que les secondaires par rapport aux tertiaires, secondaires par rapport aux tertiaires, ou plus exactement que les tertiaires par rapport aux secondaires sont elles aussi articulées selon leur propre axe Y. Donc par exemple ça c'est une tertiaire, selon son axe Y on veut qu'elle soit articulée à la secondaire qui est ici. Donc on laisse RY, bon, il faut juste le connecter pour qu'il se passe quelque chose. Voilà. Ah oui, ça c'est le jaune, enfin le blanc, c'est la prévisualisation des joints. Voilà. Donc ici, ces poutres maintenant fonctionnent un peu plus comme des poutres sur deux appuis, où on devrait retrouver, bon là elles sont inclinées, on va prendre celle d'en haut, de la traction en dessous et de la compression au-dessus, bon, plus ou moins, étant donné évidemment que leurs translations sont toujours fixes d'un côté et de l'autre. Bref, ça c'est plein de questions qu'il faut se poser quand on construit une structure pour savoir à chaque fois quelles sont vraiment les conditions limites des supports, des points d'appui, et des connexions des joints entre chaque élément. Et vous voyez bien que par rapport à tout à l'heure, ça a énormément changé l'aspect général de la structure et son dimensionnement. Entre ça, où on comprend pas exactement la logique qu'il y a derrière, parce que finalement tout est encastré et ça n'a pas tellement de sens d'un point de vue constructif, et ça où finalement bon, il y a encore sûrement du travail à faire, mais les principales articulations des rotations des primaires par rapport des secondaires par rapport aux primaires et des tertiaires par rapport aux secondaires sont un petit peu mieux gérées, et de ce fait on voit tout de suite apparaître les primaires ressortir comme qui est le modèle théorique plus logique en premier, en plus grand, en plus épaisse. Les secondaires apparaissent en justement de dimensions un peu plus faibles, et enfin les tertiaires sont de dimensions encore plus faibles. Voilà, si maintenant on voudrait dire qu'on veut dans la réalité les construire toutes avec la même section, parce que d'un point de vue constructif c'est plus facile. Dans ce cas, ou plus cohérent. Dans ce cas, on va définir des éléments de set. Alors, je ne sais pas où c'est. Donc, make element set, ici. Et il nous dit de reprendre des element IDs. Donc là, on va carrément recopier-coller tout ça. Et de donner des noms de sets. Donc les sets, ça va être des
Ouais, il faudrait mettre peut-être un mot ici, primaire set. Donc les sets, ce sont des familles, enfin des sets, quoi, des jeux, qui regroupent toutes les primaires entre elles, toutes les secondaires entre elles, toutes les tertiaires entre elles, dans notre cas. Il faut indiquer ça dans la racine du modèle, set, voilà. Ah, flatten, comme d'hab. Et on va dire à l'optimize cross section d'optimiser ces éléments de set avec tous la même section. Group IDs, donc on va déjà faire flatten. Voilà, donc là, tous les éléments des primaires font la même taille, tous les éléments des secondaires font la même taille, et tous les éléments des tertiaires font aussi la même taille. Bon, alors c'est pas forcément très judicieux en termes d'utilisation de matière, parce que vous voyez bien que quand c'est tout blanc, là, ça veut dire que c'est pas du tout utilisé, ou très peu, par rapport à ces éléments-là qui sont beaucoup plus utilisés. Donc c'est pas forcément très cohérent d'un point de vue structurel, d'un point de vue utilisation de matière, mais c'est peut-être plus cohérent d'un point de vue constructif, et finalement rentabilité du chantier, rationalisation de la construction. Voilà, donc je crois qu'on a fait un petit peu le tour de l'exercice. Maintenant, vous pouvez juste vous amuser à jouer avec ce que vous venez de faire. Hop. Et par exemple, normalement, si c'est bien robuste, on peut sélectionner. On vient d'en rajouter une, tout se réadapte en même temps. Et puis, vous pouvez changer à loisir la forme générale. Quelque chose qui s'adapte en temps réel, calcul compris, à la forme que vous dessinez. Voilà, c'est assez moche, mais c'est quand même très pratique. Et ça peut faire quelque chose de beau et d'intéressant. Et voilà. À la prochaine!